So, 9 years work on gravity and all you have are questions. Beautiful questions, of course, but no answers. Perhaps conditions are not right here in Zurich. I think you need some help. I don't need anything. No. If you are content to remain in obscurity at a second-rate university... Why are you then here, you're Max? right. We could offer you a great deal of money. You didn't answer my question. 12,000 marks. A professorship. And membership of the Prussian Academy of Sciences. If you join us in Berlin. Oh, come back to Germany, Albert. Who's us? The university. So you are offering me money, status, Yes. prestige? Yes. The answer is no. I have a family, Max. I can't just uproot them. No, you can't. I agree with you. To be a great scientist, there are always sacrifices that have to be made. Finish your work on gravity and I think you can be great. Train ticket to Berlin. In case you change your mind. Bonjour à tous, je suis très content que vous soyez présents. Merci de votre présence. Alors je voudrais dire que des réunions comme celle-ci, elles peuvent avoir lieu grâce quand même à l'accueil de la mairie, et notamment de Michel Flao, qui est tout à fait favorable à ce genre de réunion. Alors, je voudrais remercier un organisme que vous ne connaissez pas qui s'appelle Science, qui est chargé en fait de coordonner toute la vulgarisation des sciences dans les Hauts-de-France. Ça veut dire que ça va de Dunkerque jusqu'à Compiègne. Donc ils ont beaucoup de travail. Et puis je voudrais remercier aussi l'université d'Amiens qui m'a supporté quand même. Ils m'ont supporté pendant 1 an, pendant des cours. Et donc, j'ai le plaisir d'avoir présent dans la salle quelqu'un qui m'a supporté pendant 3 mois. Voilà. Alors, je voudrais aussi remercier toute mon équipe de restauration, Gérardine, Marido et puis Christian. Alors, je vais dire des petits mots sur la suite. La suite, le 15 juin, on a donc une conférence sur le système solaire. Donc j'ai demandé à Florent, je lui ai demandé des belles images. Voilà. Et il m'a dit des belles images. Et puis le 17, on aura donc Christian Cornu qui va chanter Bernard Dimet. Donc ça sera plutôt un spectacle, ça ne sera pas une conférence avec un écran, tout ça. Ça sera un spectacle, donc ça sera samedi 17 mai. Voilà. 17 juin. 17 juin. 17 mai, ouais, c'est bien. Je vois que vous êtes attentifs. 17 mai, c'était hier. Ça fait plaisir. Alors, donc, vous avez vu un extrait, il y avait un petit extrait là, qui apparaissait ça. Ceux qui sont arrivés à l'heure, bien sûr. Donc, ceux qui sont arrivés en retard, ils n'ont pas vu l'extrait. Et ils ne le verront pas parce qu'on ne voit pas. Et dans cet extrait, on voit c'est Max Planck. Max Planck qui vient à Zurich proposer à Einstein de venir à Berlin. Alors, je dois dire que peut-être que ça vous paraît banal, mais en fait ça n'est pas du tout, parce que quand même, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire d'abord que Einstein est très très célèbre, et ça veut dire que Planck se fait une espèce de mission de développer la science allemande. Donc il vient chercher un chercheur qui est déjà réputé, qui est Einstein, il vient chercher à Zurich.
à un moment donné, il dit, et je l'ai fait traduire comme ça, reviens avec nous à Berlin. Alors, c'est pas juste, hein, parce qu'à cette époque-là, Einstein n'est plus allemand. Einstein, il a très mal supporté, en fait. Hein. Il a très mal supporté l'apprentissage en Allemagne, et à l'âge de 16 ans et demi, il a fait une fugue. Il a fait une fugue de Munich, et il est parti rejoindre ses parents, son père qui avait installé une usine en Italie. Et donc, il n'a pas fini ses études en Allemagne, et puis il a décliné la nationalité allemande, et donc c'est pas juste, hein, enfin c'est pas juste, il joue Planck, il sait très bien qu'Einstein n'est pas allemand, et donc il joue. Alors, chose aussi importante dans cet extrait, qui est tout à fait, le gars qui a fait le scénario, il est bien, il est fin, il lui dit, viens finir ton travail sur la gravité. Et donc le travail sur la gravité, c'est ce qu'on appelle la relativité générale. Mais le mot relativité générale, il cache cette chose, c'est qu'en fait, la relativité générale, c'est quelque chose sur la gravité. Donc comment les corps, on va dire comment les corps s'attirent. Et donc, il lui dit, viens finir ton travail sur la gravité. Et donc, c'est bien, le scénariste, il est top. Alors, en 1914, la nation allemande est en train de se constituer, et puis, donc, à un moment donné, je vais vous faire un détail historique, et comme j'ai une vidéo qui fait très bien, je ne vais pas le faire, moi-même, vous allez voir cette vidéo. Cette image de Berlin actuelle, je l'ai trouvée belle, vous la verrez plusieurs fois. Voilà. Alors, ça me paraît important, la constitution de la nation allemande, parce que vraiment, la vie de Planck est marquée par ça. De Planck, il veut une nation allemande forte, et vous allez comprendre, que c'est une ambition, c'est une ambition. Voilà. Alors, cette ambition, vous voyez, ça, c'est la carte de l'Allemagne en 1789. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas d'Allemagne. En 1789, il n'y a pas d'Allemagne. Il y a une constellation de principautés, de royaumes, de duchés. C'est pour ça que Napoléon, il n'a pas de mal à faire la guerre à ces gens-là, puisqu'il n'y a pas d'unité allemande, il y a juste la Prusse. Voilà, alors, je vous ai montré cette carte, je vais vous en montrer une autre qui est moins colorée, mais... Elle est où la Prusse, là, sur ta carte, s'il te plaît? Bah, la Prusse, je la mettrai là, hein. Prussienne. Voilà. Mais vous allez voir, hein, vous allez voir, vous allez comprendre ensuite. Ah, voilà. Donc ça, c'est la carte de l'Europe en 1815. Ce qui s'est passé entre 1789 et 1815, il y a eu Napoléon qui a quand même ravagé l'Europe. Et donc, qui a quand même créé un sentiment européen qu'il fallait quoi, une Europe. Et donc cette Europe, elle va se fonder avec la Prusse, et puis il y a l'Empire d'Autriche, et puis vous voyez, il y a toujours cet agglomérat d'Allemagne. Alors vous voyez, j'insiste parce que quand on a fait la conférence sur Marie Curie, on en a parlé, vous voyez qu'il n'y a pas de Pologne. Il n'y a pas de Pologne. Les Russes sont là. Voilà. Et donc là, maintenant, vous allez avoir une vidéo qui est, à mon avis, très claire. Le congrès de Vienne de 1815 a créé la Confédération germanique. Mais cette construction politique, sans pouvoir réel, ne correspond pas aux vœux des patriotes allemands qui souhaitent voir se réaliser l'unité de la nation. En fait, il existe deux projets concurrents d'unification. Le projet de la Grande Allemagne qui englobe l'Autriche et qui serait dominé par elle, et le projet de la Petite Allemagne qui exclut l'Autriche et qui se formerait autour de la Prusse. Au plan économique, la Prusse mène en Allemagne une politique volontariste d'union douanière, le Zollverein. En 1828, le duché de Hesse-Darmstadt rejoint la Prusse. Il est bientôt suivi par la Bavière et le Wurtemberg, et au début de l'année 1834,
le Zollverein rassemble la plus grande partie de l'Allemagne centrale et méridionale. Progressivement, les derniers États allemands rejoignent l'union douanière jusqu'à l'adhésion des deux Mecklembourg en 1867. Cet élargissement du Zollverein correspond de fait à la réalisation d'une petite Allemagne économique. Bismarck, chancelier de la Prusse, s'attelle alors à faire aboutir le projet de la petite Allemagne politique. L'unification politique passe par l'exclusion de l'Autriche. L'affaire des duchés sert de prétexte à Bismarck pour provoquer le conflit, et la Prusse l'emporte sur les armées autrichiennes lors de la bataille de Sadowa le 3 juillet 1866. La paix de Prague consacre cette victoire prussienne. La Confédération germanique est dissoute, ce qui exclut l'Autriche des affaires allemandes. Puis la Prusse forme, avec les États situés au nord du Main, la Confédération de l'Allemagne du Nord. Bismarck achève l'unification de l'Allemagne à la suite d'une autre guerre, en 1870, contre la France. La victoire de la Prusse entraîne le ralliement des derniers États d'Allemagne. Et, le 18 janvier 1871, Guillaume Ier est couronné empereur allemand dans la galerie des glaces du château de Versailles. Lors du traité de Francfort signé au mois de mai, la France doit céder l'Alsace et le nord de la Lorraine qui deviennent terres d'empire. Voilà, donc la date 1871, elle a disparu, mais on peut dire donc que l'Allemagne est créée en 1871. Et vous allez voir que cette date, voilà, donc maintenant vous voyez que Planck, donc quand il naît, on peut dire que l'Allemagne n'est pas créée, et donc il est vraiment dans la création de l'État. Alors, l'État allemand, il se forme, c'est un État industriel, c'est un État politique, c'est un État militaire, et puis donc on peut dire que Planck, ce qu'il essaye de faire, c'est une nation scientifique. Et donc, et de fait, hein, Berlin, ça sera le centre de l'Europe scientifique jusqu'à temps que les guerres détruisent le pays. Alors, bon, le schéma traditionnel, donc il est né, il a une formation, il a une vie, une carrière, une œuvre, et maintenant qu'on reprend en détail. Alors, il est en 1858, il est à Kiel. Alors, je vous signale, les noms allemands, je ne sais pas les dire, je ne sais pas sur Wiki ou Kiel, donc de temps en temps, je vais changer. Et donc, son père, il est professeur de droit, c'est assez important parce que quand je lis la biographie, Planck, il est toujours du côté de l'État. Quoi qu'il arrive, même dans les moments où il ne faudrait pas y être, il est du côté de l'ordre, il est du côté de la loi, même quand la loi est injuste. Et donc, le père est nommé à un moment donné à Munich, la mère, je ne sais rien sur sa mère. Voilà, alors j'ai mis une carte de l'Allemagne, parce que je pense que tout le monde n'a pas en tête la carte de l'Allemagne. Donc vous voyez, il est né ici, le père il est nommé là, c'est très très loin, hein, très très loin. Et puis on verra, donc vous voyez, il va chercher Einstein à Zurich, et puis c'est Berlin qui sera le centre culturel, le centre scientifique de l'Europe. Alors ça, c'est une photo de lui jeune, je pense qu'il a 20 ans. C'est une photo assez étonnante. Je ne vois pas s'il y a une tradition de prendre les gens de profil comme ça. Et j'expliquerai pourquoi on n'a pas beaucoup de photos de lui. Alors, en tant qu'élève, ce n'est pas un élève brillant. Il n'est pas du tout brillant, mais ce n'est pas du tout non plus un mauvais élève. C'est-à-dire que sur une classe de 30, il est toujours 4e, 3e, 5e. Voilà. Mais par exemple, alors, il fait de la philologie. Hein, la philologie, c'est l'étude de la langue très poussée.
il joue au piano, c'est un très bon concertiste. On dit que il est de classe professionnelle, quoi. Et d'ailleurs, il fera des duos avec Einstein, un cello, violon, lui au piano. Et puis, bien sûr, à un moment donné, il hésite. Est-ce qu'il va devenir musicien? Alors, il est chef de chœur, il dirige des chorales, il écrit, je pense même, quelque chose. Il écrit une sonate, il fait vraiment de la musique, puis à un moment donné, il bascule vers la physique. Et je donnerai une citation, et vous comprendrez pourquoi, pour lui c'est très important. Alors, donc je vais dire un truc sur son doctorat. Je vais dire, alors, il a écrit une autobiographie scientifique, et donc je vais vous lire ce qu'il dit de sa thèse. L'effet de ma dissertation, la dissertation c'est sa thèse, hein, sur les physiciens de cette époque fut complètement nul. À l'université, mes professeurs n'avaient pas la moindre idée de son contenu, ainsi que me les révélèrent effectivement mes entretiens avec eux. Sans aucun doute, ils ne tolérèrent ce travail comme thèse de doctorat que parce qu'ils connaissaient mes autres activités au laboratoire de physique et au séminaire de mathématiques. Mais je ne suscitais aucun intérêt et moins encore d'approbation parmi les physiciens même, que la matière concernait le plus directement. Helmholtz ne lut probablement pas du tout mon mémoire. Kirchhoff désapprouvera expressément son contenu sous prétexte que le concept d'entropie, dont la grandeur ne saurait être mesurable et donc définissable par un processus réversible seulement, ne pouvait être appliqué au processus irréversible. Quant à Clausius, alors peut-être que vous ne connaissez pas les noms, mais les gens qui font de la physique, ils connaissent tous ces noms-là. Quant à Clausius, je ne réussis pas à l'atteindre, il ne répondit pas à mes lettres et je ne pus le trouver chez lui lorsque j'essayais de le voir en personne la bonne. J'entrepris une correspondance avec Karl Neumann de Leipzig, mais elle demeura totalement infructueuse, elle aussi. C'est sur quoi ce doctorat? Bonne question. Je pense que c'est sur l'entropie, c'est-à-dire c'est sur la chaleur, c'est sur puisque il fait dire à l'entropie des choses qu'à l'époque on ne dit pas. Ah, c'est la thermodynamique. Alors, sa vie et sa carrière. Donc, après qu'il passe son doctorat, il est nommé comme professeur à Kiel. Ensuite, alors il décrit ça comme un concours de circonstances heureux, c'est-à-dire des gens qui sont nommés ailleurs, des gens qui meurent, et donc il va à Berlin, et vraiment il restera tout le temps à Berlin. Donc il va à Berlin en 1889. Alors, il se marie avec Marie Merckx, il aura 4 enfants, j'en reparlerai, mais je réserve ça pour plus tard. Donc Marie Merckx, elle meurt en 1909, et donc il se remarie en 1911 avec une autre Marga von Esslin, avec qui il aura une fille. Et puis dans sa carrière, il est partout. En Allemagne, il est partout. C'est-à-dire qu'il est recteur de l'université, il est secrétaire de l'académie, comme il bosse, vous savez, quand dans un endroit, quand il y a une personne qui bosse, mais en général, il bosse tout seul. Et après, c'est le Kaiser Wilhelm Institut, donc j'en reparlerai de ça. Alors, vous voyez, bon, j'ai pas mis toutes les dates, je ne mets pas toutes les dates, mais j'ai mis, donc il démissionne de l'académie, et je l'ai mis en noir en 38, parce que vous devinez pourquoi il démissionne en 38. Hein. En 38, Hitler est au pouvoir, et donc c'est Hitler qui lui dit, si tu n'étais pas si vieux, si vous n'étiez pas si vieux, il y a longtemps que je vous aurais exterminé. Alors, après, son œuvre. D'accord, je dois bien avoir une photo peut-être. Ah oui, j'ai une photo. Voilà, ils sont beaux tous les deux. Hein. Voilà, alors son œuvre, c'est de la thermodynamique. Et puis, bon, il est surtout connu pour l'hypothèse des quanta qu'il fait en 1900. Et, bon, vous ne pouvez pas le lire, mais c'est le rayonnement du corps noir.
Il travaille beaucoup dans la relativité, c'est-à-dire qu'il a vraiment beaucoup d'admiration pour le travail d'Einstein, donc il fait beaucoup de travaux sur la relativité, et puis il assure le rayonnement de la science allemande. C'est vraiment un promoteur de la science allemande, et donc il fait des conférences, il se déplace. Alors, il a vraiment beaucoup de responsabilités, enfin, il travaille tout le temps. Il travaille tout le temps, il essaye de ménager la chèvre et le chou, d'attribuer des postes à certains, d'empêcher certains de l'avoir. Donc c'est quelqu'un qui est très proche du pouvoir. Donc il a le prix Nobel en 1918. Alors vous trouverez qu'il a le prix Nobel en 1919, vous trouverez même en 1920. Donc j'explique ça. À la fin de la guerre, le comité Nobel se dit on va essayer quand même de recoller un peu les morceaux qui ont été quand même bien esquintés par la guerre. Et donc, ils donnent des prix Nobel aux Allemands, massivement, parce que pendant la guerre, ils n'en ont pas donné. Et donc ils attribuent le prix Nobel à Max Planck, le prix Nobel de 18, mais ils lui attribuent, c'est l'année 1919 qu'ils l'ont fait. Comme en 1919, Max Planck, je l'expliquerai, est assez malade, en fait, il va réceptionner son prix Nobel qu'en 1920. Et donc en 1918, il ne sera pas le seul Allemand à avoir le prix Nobel. J'en avais déjà parlé dans d'autres conférences, notamment il y aura Fritz Haber, ça fait un tollé, et j'expliquerai pourquoi, je reparlerai de Fritz Haber plus loin. Mais il y a plein d'Allemands qui ont le prix Nobel, un peu en rattrapage des prix Nobel qui n'ont pas distribué, et avec cette volonté de recréer une communauté internationale. Alors, il meurt en 1847, ça veut dire que la guerre est finie. La guerre est finie, son pays, il en est une deuxième fois ravagé, et sa maison est détruite, et c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas vraiment d'archives. Vous voyez, tout à l'heure, je vous montrerai une lettre qu'il a écrite, mais on n'a pas les lettres qu'il a reçues, puisqu'il n'y en a plus de lettres qu'il a reçues. On n'a plus ses travaux, parce qu'un scientifique qui travaille comme ça 60 ans, il ne publie pas tout. Et donc, par exemple, je pense qu'Einstein, on doit être à 50 000 pages, ben lui, on est à 0 page. Puisque la maison est détruite pendant la guerre ou après? Non, en 1944. Elle est détruite en 1944. Je pense vraiment détruite. C'est-à-dire qu'il ne reste rien. Et c'est pour ça, aussi, des photos, il y a des gens, Marie Curie, on a des photos autant qu'on en veut. Lui, on n'a pas, enfin, à mon avis, on n'a pas beaucoup de photos. On n'a que les photos qui ont été conservées par d'autres personnes, pas par lui. Donc on a les lettres qu'il a écrites, mais on n'a pas les lettres qu'il a reçues. Donc c'est dans la correspondance, c'est compliqué d'avoir que les lettres que d'un côté. Sa postérité, eh ben, c'est tout, enfin, tous les gens qui font de la physique connaissent la constante de Planck. Je l'ai écrit. Vous voyez que c'est une quantité extrêmement petite. Et puis, donc je vais vous montrer plusieurs instituts Max Planck. Les Allemands sont fiers de lui. Les Allemands, c'est évident, les Allemands sont fiers de lui. Voilà, donc vous voyez, il y a l'Institut Max Planck de chimie, il y a l'Institut Max Planck d'histoire des sciences, il y a l'Institut Max Planck de la science de la lumière. Donc je n'ai pas tout mis, mais actuellement il y a énormément d'Institut Max Planck. Et je vais mettre juste celui-là, donc je vais dire, à propos de l'Institut Max Planck de chimie, l'Institut Max Planck de chimie a été fondé en 1912 à Berlin. Et il s'appelait le Kaiser Wilhelm Institut, alors moi je le dis comme ça, de chimie, et maintenant il est basé à Mayence. Alors, quand il est créé en 1912, cet institut, à sa tête, c'est Fritz Haber. C'est Fritz Haber, et donc ils n'ont pas nommé Institut Fritz Haber. Puisque Fritz Haber, c'est lui qui a créé les gaz de combat. Bon, les Allemands sont moyennement fiers de Fritz Haber. Mais il a créé aussi il a fait la synthèse de l'ammoniac, et grâce à la synthèse de l'ammoniac, on dit qu'il n'y a pas eu de famine en Europe. Puisque ça fait des engrais azotés, ça fait des explosifs, ça fait des gaz de combat, mais ça fait aussi des engrais azotés. Donc c'est quand même quelqu'un de très controversé, Fritz Haber. Et puis,
Fritz Haber, il a eu le gros avantage d'être viré de son poste par Hitler. Donc ça le dédouane quand même de beaucoup de choses. Voilà. Donc je vous laisse. Alors, j'ai réalisé un petit dépliant dans lequel j'ai repris ça, hein, qui est là-bas. En sortant, si vous voulez emmener un souvenir de cette conférence, voilà, il y a ça et il y a quelques photos. Alors, une citation. Alors, cette citation, vous allez vous dire, c'est quoi cette citation? Mais bon, c'est pas grave. Alors, grâce à cette citation, vous découvrez que Planck a écrit une lettre à Vian, hein, donc Vian qui est un grand scientifique, qui a eu le prix Nobel aussi, et qu'il a voyagé aux États-Unis en 1909. Et puis, vous aurez un conseil de santé publique aussi. Vous aurez, mais ce conseil de santé publique, j'espère que vous ne le suivrez pas. Pendant tout mon séjour, je n'ai pas touché un seul verre de vin ou de bière. Et je me suis approché d'aucun alcool. Ce qui fait que je me suis senti exceptionnellement bien. Bon. C'est conseil d'un scientifique, hein, c'est pas forcément à suivre. Hein. Alors. Ah oui. Pas ce soir. Alors. Voilà, donc je vais aborder donc qui est un peu le centre de, comment dirais-je, de ce qui reste de sa vie. Enfin, si on ne sait qu'une chose sur Planck, c'est le rayonnement du corps noir. Alors, la première chose à savoir, hein, quand on n'est pas spécialiste de physique, c'est que la lumière, en fait, c'est un phénomène qui est classé dans la grande classe des ondes électromagnétiques. Et donc, c'est un cas particulier des ondes électromagnétiques. Voilà. Et donc, vous voyez, donc les scientifiques, ils ont tout rassemblé dans cette chose-là. Alors, une onde électromagnétique, comment ça se crée, hein? Donc, quand vous avez une charge, elle met un champ électrique. Quand vous avez un courant, ça met un champ magnétique. Et donc, si vous avez une charge qui se déplace, qui vibre, comme ça, eh ben, elle crée une onde électromagnétique. Et alors, selon sa vitesse, eh ben, elle crée des ondes visibles, hein, ou elle crée des ondes invisibles, comme les rayons X qui traversent les muscles, mais qui ne traversent pas les os, qui permet donc les radiographies. Et puis vous avez toutes les ondes, par exemple les ondes radio, hein, c'est assez étonnant, mais tout ça c'est dans la même famille. Hein, c'est des ondes électromagnétiques. Alors, donc tout le monde a constaté que la nature de la lumière a un rapport avec la température du corps émetteur. On dit bien chauffer à blanc, hein, chauffer c'est de la température et blanc c'est de la couleur. Et les physiciens se sont intéressés à la répartition des fréquences d'émission selon la température. Et donc pour ça, ils ont imaginé un corps théorique qui s'appelle le corps noir. Alors, le corps noir, c'est une enceinte chauffée dans laquelle on fait un petit trou pour mesurer le rayonnement électromagnétique qui est à l'intérieur. Alors moi, j'en ai jamais vu. Alors, pourquoi les scientifiques s'intéressent à ça? Alors, déjà, à l'époque, en 1900, eh ben, on est à l'époque où on passe de l'éclairage avec des lampes à gaz avec des lampes électriques. Et donc, une lampe électrique, on chauffe un filament. Et donc, ils voudraient bien savoir, c'est de la technologie, hein, quelle est la lumière, quelle lumière est émise par un filament qui est chauffé. Donc, il y a cet enjeu économique. Et puis, il y a aussi un autre enjeu, c'est que c'est universel. C'est-à-dire que ça ne dépend pas du corps qu'on chauffe, ça dépend que de la température. Donc les scientifiques se disent, là il y a un secret, et donc je vais vous lire un passage de Planck, et je vais insister sur certains mots. Voilà. Alors, donc c'est une citation de l'autobiographie de Planck. Les controverses que je viens de mentionner, parce qu'avant il raconte qu'il n'était pas d'accord avec quelqu'un, justement sur sa thèse, ne présentaient d'ailleurs à mes yeux qu'un assez faible intérêt, car je ne pouvais pas en attendre qu'elle produise quoi que ce soit de nouveau. Donc, vous voyez, il veut quand même faire quelque chose de nouveau.
De plus, mon attention fut bientôt absorbée par un problème tout autre qui allait m'accaparer impérieusement et me pousser à des investigations singulièrement différentes pendant de longues années. Donc là, ici, deux noms que je ne répète pas. Hein. Donc à l'Institut impérial technique, en liaison avec l'étude du spectre thermique, attirèrent mon attention sur la loi de Kirchhoff qui dit que dans une enceinte vide, limitée par des parois entièrement réfléchissantes et contenant un nombre arbitraire quelconque de corps émetteurs et absorbants, il arrive un moment où un état est atteint dans lequel tous les corps ont la même température et où la radiation, avec toutes ses propriétés, y compris sa distribution spectrale, je dirais ce que c'est que la distribution spectrale, ne dépend pas de la nature des corps, ce que je vous dis, ça ne dépend pas, c'est de l'aluminium, c'est du fer, c'est toujours pareil, ne dépend pas de la nature des corps, mais seulement et exclusivement de la température. Ainsi, ce qu'on a appelé la distribution normale du spectre d'énergie représente quelque chose d'absolu. Vous voyez, quelque chose d'absolu. C'est-à-dire que Planck, ce qui l'intéresse, c'est trouver quelque chose d'absolu. Et comme j'avais toujours considéré la recherche de l'absolu comme le but suprême de toute activité scientifique. Donc pour lui, faire de la science, c'est chercher l'absolu. C'est presque mystique, c'est presque religieux. Je me mis ardemment à l'ouvrage, je trouvais une méthode directe pour résoudre le problème par application de la théorie électromagnétique de la lumière. Donc alors je ne l'ai pas en citation, mais il y a un moment donné, il dit, je pense à propos du corps noir. Ce corps noir, si je le mets sur la Lune, et si je fais des mesures, j'aurai les mêmes résultats. Si je le mets sur une étoile, j'aurai les mêmes résultats. C'est-à-dire que, pour lui, quel que soit, même si ce n'est pas un homme, il dit où qu'on soit dans l'univers, on va trouver la même chose que moi. Et donc il y a vraiment cette conscience de je cherche quelque chose d'absolu, que de toute façon, qui est incontestable. Voilà. Et parce que ça prend du temps tout ça. Alors, voilà. Donc j'étais dans un magasin de bricolage et je vous ai photographié cette notice. Et vous voyez cette chose dont vous en avez l'habitude, mais moi je trouve ça quand même surprenant. La couleur d'éclairage, c'est une température. Une température, c'est une température, c'est pas une couleur. Et donc, je vais expliquer cette histoire. Et vous voyez, je trouve ça c'est très bien, ils mettent un curseur, c'est-à-dire que la température peut être autre, on aura une autre couleur. Cette lampe-là, elle a l'éclairage de 4000 Kelvin, et puis on pourrait être... Moi je vous dis, moi je déteste les lampes qui sont assez vives, parce que ça c'est très bleu, vous avez l'impression que votre endroit, vous êtes en train de tourner un film de science-fiction avec ces lampes. Voilà. Alors, voilà la répartition. Alors, c'est la répartition des fréquences, c'est-à-dire que vous avez vu les ondes électromagnétiques, il y a plusieurs fréquences, et donc c'est la répartition des fréquences, et c'est la répartition des fréquences en fonction de la température. Alors, j'ai mis ce graphique-là, vous avez un nom, la théorie de Rayleigh-Jeans, c'est-à-dire que les gens y cherchent, et donc ils cherchent dans le cadre de la mécanique classique, de ce qu'ils savent, et ils trouvent quelque chose, mais qui ne colle pas du tout avec ce qu'ils constatent quand ils mesurent le temps. Alors il y en a d'autres qui cherchent, et là donc il y a cet autre graphique, et vous voyez par exemple il y a quelqu'un qui s'intéresse, donc c'est Vian, il s'intéresse au maximum seulement. Il s'intéresse au maximum, et donc il y a une loi du maximum, mais une loi, il n'y a qu'une loi de ça, et puis Vian il cherche aussi une loi qui est le début. Et donc le travail que se donne Planck, c'est de se dire je vais faire une loi globale qui va marcher tout le temps. Voilà, donc vous voyez là c'est autre chose encore. Quel est le rapport entre degrés Kelvin et degrés Celsius? Là il y a 273 degrés de différence. C'est-à-dire que le 0 Kelvin, c'est le moins 273 des degrés Celsius. C'est le noir absolu, quoi. Moins 273. C'est zéro absolu. Ah non, c'est l'immobilité absolue. C'est le zéro absolu. Oui, c'est le zéro absolu, mais c'est le noir absolu. Non, c'est le zéro absolu. C'est le zéro absolu. C'est-à-dire que, bon, c'est assez étonnant que quand
quand j'avais 8 ans, je ne comprenais pas bien pourquoi les températures elles peuvent monter aussi loin qu'on veut, et puis elles ne peuvent pas descendre aussi bas qu'on veut. On ne peut pas aller moins de 260 degrés. Et simplement, c'est parce que en fait, la température, ça mesure l'agitation. Et donc, à un moment donné, bah, c'est immobile. Donc, on ne peut pas être moins que immobile. Et donc, à ce moment-là, on est à 0 degré Kelvin. Et à ce moment-là, on n'émet pas de lumière. Voilà. Alors, je vais faire quelque chose qui n'est pas, qu'on ne fait pas beaucoup. Je vais vous donner la formule. Et je vais essayer d'expliquer un petit peu cette formule. Alors, qu'est-ce que je peux chercher à vous dire? Voilà. Et donc, on arrive à cette formule-là. Alors, je ne sais pas si vous... Elle est belle. vous voyez que... Ouais, elle est belle. Elle n'est pas nette aussi? Ben, elle est aussi nette qu'elle peut l'être. Sur l'ordinateur. Alors, j'explique. Si on demande, par exemple, à un scientifique quel est l'aluminium, quelle est sa résistivité. Et donc il va faire des théories, il va faire des calculs, il va faire des expériences, puis à un moment donné, il va donner un nom. Donc est-ce que Planck doit faire ça? Non, pas du tout. Il doit donner une répartition. Il doit donner une répartition. Donc c'est-à-dire que ce qu'il doit trouver, c'est une fonction. Vous voyez, c'est une fonction. Et donc dans cette fonction, il y a une variable. Alors, une fonction, c'est quoi? On a cette variable-là, c'est une infinité de valeurs, donc c'est pas un nombre, c'est une infinité de valeurs, et qui va donner une infinité de valeurs aussi. Mais c'est plus que ça qu'il fait, parce qu'il fait plus que ça, parce que c'est deux variables. Donc ça dépend de la longueur d'onde, c'est-à-dire que là, la longueur d'onde, elle est là, donc ce qu'il doit trouver, la hauteur qu'il doit trouver, eh ben, elle dépend de la longueur d'onde, hein, et puis elle dépend aussi de la température. Ça veut dire que ici, vous avez une courbe pour 3000 Kelvin, ça veut dire qu'ici, on mettrait A. D'abord, il y a l'air, non. Ça, c'est la fois que vous la voyez. Voilà. Donc, je vais appuyer sur le bouton. Et donc, vous voyez, ici, il y a trois courbes. Mais en fait, il faut imaginer qu'il y a une infinité de courbes. Il y a une infinité de courbes parce qu'il y a une infinité de températures. Et donc, cette formule-là, lambda ici, la longueur d'onde, on la retrouve bien là, et on la retrouve là aussi. Donc, elle est bien dans la formule. La température qui est là, on la retrouve ici. Mais, il y a d'autres lettres dans cette formule. Et les autres lettres, ce ne sont pas des variables. Ce ne sont pas des variables. Vous trouvez ici C, vous savez ce que c'est la vitesse. Ah, c'est la vitesse de la lumière. Voilà. C, c'est la vitesse de la lumière. Vous trouvez aussi K, c'est une constante, la constante de Boltzmann. Et puis vous trouvez la fameuse constante de Planck qui est H ici. Et donc voilà. Il fait cette formule, et cette formule, alors, vous avez donc trois manières de comprendre. Vous avez un corps noir qui émet un certain rayonnement et qui est selon la température. Ce phénomène physique, il est représenté par un certain nombre, par des familles de courbes. Et puis vous avez aussi une formule, mais tout ça, ça fait un tout. Hein. Le physicien, il doit tout maîtriser. Les courbes, la formule, et puis le processus physique. Voilà. Et ça... c'est quoi, elle? Ben, c'est la fonction. La fonction qui fait quoi? La luminance. Ah, la luminance, pardon, j'avais pas vu. Voilà, la mesure de la température. Alors, c'est quand même extraordinaire d'arriver à une formule aussi complexe. On se demande comment... oui, alors j'ai pas dit. Ah oui, il faut que je le dise, par exemple, c'est bien. C'est une très bonne question. Je vous remercie d'avoir posé. Oui, je vous remercie d'avoir posé. Alors, donc, il y a plusieurs formules. Quand il commence à faire cette recherche, il y a plusieurs formules. Et donc, il trouve une formule qui harmonise en fait toutes les formules. Et donc, forcément, ça crée l'admiration, mais les physiciens de son époque lui disent « Oui, mais tu as trouvé une formule, mais quel est le phénomène physique
qui est derrière. Donc il fait ça, c'est en octobre 1900. Donc il fait une publication dans laquelle il dit voilà, j'ai trouvé la formule qui réunit toutes les formules. Mais les gens lui disent non, c'est pas de la physique que tu as fait, c'est des maths. Et donc il cherche pendant 3 mois, et puis au bout de 3 mois, en décembre 1900, il dit voilà, c'est parce que l'énergie ne passe pas aux électrons de manière continue. Donc l'énergie, elle fait des sauts. Et c'est ce qu'on appelle les quanta, et c'est la fameuse constante H. L'énergie ne peut pas passer, elle n'est pas continue, c'est-à-dire elle fait des sauts. Et donc, il le dit, hein, il va passer une partie de sa vie à expliquer, à essayer de comprendre que cette explication n'est pas vraie. Mais il donne cette explication-là, et c'est tellement... alors, il y a un principe en physique, c'est la nature ne fait rien par saut. C'est un principe de la physique. Et puis là, ben, la nature, elle fait quelque chose par saut, puisque l'énergie, elle ne donne pas l'énergie d'une manière continue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Entre ces deux énergies-là, ben non, il n'y a pas de place pour une énergie. Il n'y a pas de place. C'est-à-dire que, voilà. Et c'est comme ça qu'il explique physiquement la formule qu'il a trouvée en faisant des maths, en fait. Alors, ceci est un thermomètre qui permet de... Alors, je vais faire un petit détour, hein, mais un petit détour, je connais. C'est un thermomètre qui permet de trouver la température. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que, en fait, vous dites, oui, ben c'est très simple comme truc, mais c'est quand même très compliqué. Par exemple, si je veux la température du verre, et si je fais ça, ben, je ne l'ai pas. Et puis, je peux faire autre chose, je peux faire ça, et je n'ai pas la température non plus. Ça veut dire qu'un thermomètre, il y a des principes. Si vous ne respectez pas les principes de fonctionnement, eh bien c'est tout, vous n'avez pas la température avec. Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de dire? C'est qu'un thermomètre, en fait, il ne donne que sa température à lui. Il donne sa température à lui. Et quand on le met dans un liquide, sa température à lui, eh bien ça devient la température du liquide. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre thermique, et donc vous savez très très bien, tout le monde le sait, que pour prendre la température, il faut attendre un petit peu. Voilà. Mais, alors, voilà. Et donc, ça prend la température. Ah oui, alors attends, c'est quand même... Ça prend la température. Et alors, ouais, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pas du tout naïf. Hein. Les gens qui font des thermomètres, c'est du travail, il faut que le liquide soit calibré. C'est pas du tout, on fait un thermomètre comme ça. C'est sans doute hein, des années de recherche, de travail, de mise au point. Et puis, il y a cet instrument-là qui donne aussi la température. Et vous voyez, cet instrument-là, pour qu'il donne la température, vous n'avez pas besoin de le plonger dans l'eau. Alors comment ça peut donner la température? Et donc, eh bien, ça donne la température. Alors, je ne sais pas la technologie précise, hein, mais je me dis que ça peut être que la théorie de rayonnement du corps. C'est-à-dire, dedans, il récupère les ondes que vous émettez, que tout corps émet. Tout corps a une température donnée, émet des ondes électromagnétiques. Il doit y avoir une manière de l'analyser, peut-être qu'il prend que le maximum, je ne sais pas ce qu'il fait. Et puis à un moment donné, il dit, ces ondes électromagnétiques-là sont émises par un corps qui a cette température. Et donc, voilà, ces instruments, d'ailleurs, je ne sais pas où ça va. Et donc, vous avez cet instrument qui donne aussi la température, et puis ça donne ça donne des images comme ça. Des images comme ça, c'est-à-dire qu'on photographie cet animal avec une caméra thermique, et puis après, c'est ce qu'ils appellent de la fausse couleur. Hein. C'est de la fausse couleur, c'est-à-dire que après c'est reconverti, puis vous voyez, vous avez la conversion ici. Vous avez selon les couleurs, par exemple, ce qui est blanc, ses yeux, ben, ils sont à 35 degrés, vous avez comme ça, et vous avez des caméras thermiques. Et moi j'étais très surpris, hein. J'ai quelqu'un qui doit faire l'isolation des maisons, il vient, ils visent, et ils disent votre mur il est à 32 degrés, votre mur il est à 16 degrés, et donc ça me paraissait impossible quoi, de faire ça, puisque pour avoir la température de quelque chose, il faut que l'objet se mette en équilibre thermique avec l'objet, et là pas du tout, c'est juste on capte le rayonnement,
on analyse ce rayonnement, et en fonction de l'analyse de ce rayonnement, eh ben, donc on sait la température du corps. Et donc ça, pour moi, c'est une application de la technologie qui vient du rayonnement du corps. Les savants et la guerre. Alors, je pense que vous allez avoir deux vidéos. La première vidéo, vous allez voir Einstein qui est accompagné par, alors ça va être en anglais, pas traduit. Einstein qui est avec Planck et qui arrive donc dans l'institut et qui rencontre Fritz Haber. Et donc ils se parlent. Alors je vais vous dire ce qu'ils disent. Einstein il charrie Fritz Haber parce que Fritz Haber il a répudié sa religion juive. Il s'est converti au luthérianisme et donc il lui dit quoi, en se marrant, il lui dit tiens t'es plus juif toi. Et donc là il lui répond je vis dans un pays chrétien, donc je suis chrétien. Et alors après il lui demande qu'est-ce qu'il fait. Ben, Fritz Haber lui dit je travaille sur les gaz, sur l'ammoniac. Et Einstein il comprend, lui dit ah oui tu travailles sur les explosifs. Et donc Fritz Haber lui répond à quoi ça sert la science si elle n'a pas d'application? À quoi ça sert de faire de la science si ça n'a pas d'application? Et donc vous avez deux conceptions, et là à ce moment-là, vous allez voir, Planck, il sait que ça va chauffer, et donc il met sa main sur l'épaule d'Einstein et il lui dit j'ai quelque chose à te montrer, quoi. Il ne veut pas que la conversation continue, parce que Einstein, il croit à la science pure, Planck aussi, tandis que Fritz Haber, lui, dit la science, c'est des applications. Et donc, c'est des applications puisqu'il fait des gaz de poudre. En quelle année? C'est 1914. Nobel avait fait la dynamite avant. Comment? Nobel avait fait la dynamite avant. Oui, bien sûr. C'est racheté en faisant le prix. Oui, mais ça allait être utilisé pendant la guerre 14, ça faisait des morts et des gaz. Oui, et d'Abès. Les savants et la guerre. Les savants et la guerre. Après, je vais vous dire d'autres choses. Hein. Donc voilà, on va s'intéresser à trois personnes. Hein. On va pas s'intéresser à tous les savants, à toutes les guerres. On va s'intéresser qu'à une guerre, qu'à ces trois savants, et à quelque chose de très particulier sur la guerre 14-18. Ah! Fritz Haber, you know, of course. Fritz Haber. Einstein. You you look a little, well, less Jewish than the last time I saw you. Well, I'm a Christian now in a Christian country. I have renounced my Jewish faith. So what are you working on? I'm looking at gas. Ah, which? Ammonia. What about it? Its conversion into nitrate. Explosives? What use is science if it has no practical application? We should go. We're late. Oh, for what? There's someone I want you to meet. Il ne veut pas que la conversation... Son père est en uniforme. Eh oui, bonne remarque. Alors, bon, Fritz Haber, il a demandé à être capitaine. Et il ne pouvait pas l'être parce qu'il était juif converti, mais a priori on reste juif même quand on est converti au luthérianisme. Et donc, il a fait des pieds et des mains pour être capitaine, et, bon, puisque la question est posée, et il va à Ypres, il est sur les champs de bataille. Donc il veut voir l'effet de son gardien. Il veut voir, je vous dis la suite, quand il rentre chez lui, sa femme lui dit « Non mais t'as pas fait ça, quoi, c'est pas ça la science de là ». Et donc elle se suicide, avec son arme de service à lui. Mais déjà, avant 14, alors les Allemands étaient antisémites. Oui. Ah bon? Ah oui. Les Allemands. Français aussi. Ouais. Les Russes, Partout, les hein. Polonais. Ah ouais, non, l'antisémitisme, c'est une vieille histoire. Hein. Les Russes, les Mais Polonais, bon, les Français. allez, pas ce soir. Alors, attendez, il y a une autre vidéo, il faut que... Oui, voilà. Un exemple, l'appel des 93. Donc je ne vous dis pas ce que c'est. Donc là, vous allez voir une autre situation. C'est Einstein et Planck qui sont dans un restaurant et il y a un industriel qui arrive. Et donc, l'industriel lui dit, Einstein, vous êtes membre de l'Académie prussienne, donc vous êtes allemand. Einstein lui dit, mais non, j'ai répudié I gave it up. Donc je dis, non, je ne suis plus allemand, j'ai répudié la nationalité allemande. Et le gars lui dit, mais c'est le
c'est le Kaiser qui a décidé que vous étiez allemand. Et Einstein lui répond, si le Kaiser a décidé que j'étais allemand, il aurait dû me le demander à moi. Avant de... Et donc, là, il est un petit peu... Bon. Et donc, il dit à Planck, montre-lui. Et Planck lui montre une liste de noms qui est l'appel des 93. Tu nous en as parlé dans ta conférence sur Haber, c'est ça? Non, c'est sur Einstein-Eddington. Parce que Eddington, c'est 1919, et donc vous allez comprendre, je vais vous en parler encore plus après. Hein. Puis après, je vais vous demander un vote d'ailleurs. Your membership of the Academy of Sciences has a consequence. You have become an official of the state, which makes your nationality German. I gave it up. The Kaiser himself has personally decreed your return to German citizenship. Then the Kaiser himself should have thought to ask me first. Show him. This is a list of the greatest names in German cultural life. The inheritors of Beethoven, Schubert, Goethe. Yes? But what is it? A manifesto to be sent all over the world, even to England. A statement of solidarity with the German army. Signed by just 93 of the highest names. It will be your honor to be the 94th signatory. Alors, question. Est-ce que... Donc, c'est l'appel des 93, c'est en 1914. Les intellectuels allemands signent un document dans lequel, qu'on a lu d'ailleurs, dans lequel ils disent « Non, mais l'armée allemande en Belgique n'a fait que se défendre. C'est pas vrai qu'ils ont brûlé la bibliothèque de Louvain, ce n'est pas vrai. Et de toute façon, comme il y avait des terroristes belges qui attaquaient l'armée, ils sont bien obligés de se défendre. » Et donc, ils écrivent un manifeste, comme quoi eux, ils sont là pour défendre les Allemands en Belgique, ils sont là pour défendre la culture. Et donc, vous avez entendu, hein, la culture de Goethe, de Beethoven, et le troisième, j'oublie, Schubert. Et Schubert. Donc c'est au nom de ces gens-là qui signent ce manifeste. Alors, est-ce que Fritz Haber l'a signé? Vous votez. Qui dit que Fritz Haber a voté? Moi je pense qu'il a voté. Il a signé. Il a peut-être écrit. D'accord. Peut-être que même son nom on le voit. Bien sûr, il a signé. Est-ce que Planck a signé? Je crois que oui. Oui, parce que c'est l'ordre. Oui. Planck a signé. Est-ce que Einstein a signé? Non. Ça l'honore vachement. Ça se voit. Oui, ça se voit. Bon. Donc vous avez gagné. et donc, alors, à ça, il y a quand même une suite. Parce que, bon, vous savez qu'ils vont perdre la guerre, les Allemands. L'Allemagne, en fait, il y a des dommages de guerre, donc c'est très dur. En Allemagne, en 18, c'est très dur. Et donc, la communauté scientifique dit, nous, on ne veut plus d'Allemands dans nos académies. Et donc, cet appel des 93, il pèse très lourd, quoi. Ils disent, non, vous avez signé un document comme quoi les Allemands, c'est des bons soldats, vous défendez la culture, on ne veut plus vous voir, quoi. Et donc, dans tous les congrès scientifiques, en 19, tout ça, ils sont plus admis. Et donc, ils disent, il y a une solution. Vous allez écrire une lettre comme quoi vous allez renier votre parole. Vous allez dire que nous, on a fait ça. Alors, Planck, par exemple, l'a fait en 1915. Planck, il l'a fait tout de suite. Hein, parce qu'en fait, il dit qu'il a signé un papier sans l'avoir lu. Il a quand même signé. Hein. Et en 1915, donc, il y a des scientifiques qui sont en Belgique, notamment il y a son nom m'échappe là, et donc il lui écrit, tu sais, non, ça ne marche pas cette histoire, ça a été horrible, ce que les Allemands ont fait en Belgique, c'est horrible, parce qu'ils ne savaient pas en fait. Hein. Et donc dès 1915, Planck, il répudie, il se rétracte de sa signature. Et donc un des fondateurs, un des membres du jury du prix Nobel, Arrhenius, il dit, il faut, si vous voulez réintégrer la communauté scientifique internationale, il faut que massivement, vous reniez cet acte-là. Vous dites que vous êtes trompé, que vous avez fait que c'est pas bien,
Et donc, alors, sur les 93 encore vivants, je pense qu'il y en a 42 qui vont se rétracter. Et c'est une occasion où... Mais Einstein propose autre chose. Einstein il propose autre chose. Il propose une commission, comme quoi, qui va enquêter sur tous les méfaits de l'armée allemande en Belgique. Il propose une commission. Bon, c'est la solution de Planck qui est... c'est la solution de Planck qui est retenue. Non, Voilà. j'ai pas compris. Comment? C'est la solution de Planck. Ce qui est une solution de, bon, on regrette, on ne sait pas, on a signé, mais finalement, ouais, c'est vrai, on a eu tort de signer, quoi. C'est-à-dire que, tandis que Einstein, on aurait su, quoi, c'est ce qui s'est passé, quoi. Et donc, voilà. Et donc, ça va être un travail de Planck, hein, de restaurer toute la physique allemande. Donc il va essayer de remonter, donc c'est vraiment un ambassadeur de la physique allemande. Alors c'est pour ça que la vidéo sur la constitution de l'État allemand, elle est importante, parce que vous voyez, il est dans cette dynamique-là, hein. Donc il a connu en fait une Allemagne qui était complètement fragmentée, et donc pour lui c'est très très important qu'il y ait une Allemagne alors, qui soit forte économiquement, forte militairement, mais pour lui, pour sa partie, c'est forte intellectuellement. Et donc il essaye tout le temps ça, et son père c'était un homme de droit, et on peut dire qu'il est tout le temps dans la légalité. Il essaye tout le temps de dire oui, mais par exemple, il a beaucoup de mal à écrire une lettre pour la destitution du Kaiser. Il n'écrit pas la lettre, et donc finalement il abdique de lui-même. Donc dans la biographie on dit qu'il a eu de la chance, quoi. Il n'a pas eu à écrire la lettre pour demander l'abdication du Kaiser. Le Kaiser a abdiqué lui-même. Planck était vraiment d'origine juive. Comment? Planck était vraiment d'origine juive. Planck n'était pas juif du tout, non, c'était un Allemand, un vrai Allemand. D'accord, d'accord. Un vrai allemand, ça peut être juif. Bonne remarque. Et c'est l'ordre que je retiens. Après allemand, ça peut être juif. Oui, non, c'est... Bon, alors, c'est un Allemand de souche allemande. Non, mais c'est un Allemand luthérien. Et donc, dans sa famille, il y a des pasteurs, il y a des hommes de droit, Donc, il appelle les 93 là, je vais vous poser la question. Alors, la mécanique quantique, c'est un projet. C'est d'écrire une histoire de la mécanique quantique en entier. Donc là, vous avez en fait qu'un petit élément. Vous n'avez qu'un petit élément. Et donc, vous savez comment je procède. Moi, je procède par les gens. Donc, Robert, il le sait un petit peu. C'est le travail de l'année prochaine et de l'année d'après. Donc, l'initiateur de la mécanique quantique, c'est Max Planck. Alors, il y a Einstein, il y a Niels Bohr, je vais reprendre les noms, il y a Erwin Schrödinger, et puis il y a Louis de Broglie. Alors il y en a d'autres, bien sûr, hein, il y en a d'autres, mais alors, je vais expliquer. Donc Max Planck, c'est lui qui fait la théorie du rayonnement du corps noir et qui a introduit, là, pour la première fois, l'idée que l'énergie est quantifiée. C'est-à-dire que l'énergie, elle ne peut pas être continue, elle fait des sons. 5 ans plus tard, Albert Einstein, il dit oui, mais ce n'est pas un problème simplement de la matière qui émet l'énergie, c'est un problème de la lumière aussi. En fait, la lumière est aussi quantifiée. Et je vous signale que Planck, quand il va faire venir donc Einstein à Berlin, il faut bien qu'il écrive une lettre à ses collègues. Il faut qu'il écrive une lettre à ses collègues. Il écrit, vous savez, Einstein, c'est quelqu'un de brillant, il travaille sur la gravitation, c'est très bien ce qu'il fait. Il a écrit quelque chose sur la lumière, sur la quantification de la lumière, mais ça, c'est une œuvre de jeunesse. On ne peut pas reprocher à un jeune d'écrire des choses qui n'ont pas trop de sens. Donc vous voyez, en 1914, c'est-à-dire 9 ans après, la quantification de la lumière n'est toujours pas, c'est toujours comme ça, un peu difficile. Niels Bohr, il est très connu parce qu'il s'est intéressé donc, à l'atome d'hydrogène et ce qu'il a fait sur l'atome d'hydrogène, donc voilà, il est connu, hein, c'est l'atome de Bohr. De Broglie, lui, il a été un grand plus, c'est-à-dire qu'il a dit même la matière, en fait, même la matière, c'est des ondes. Et donc, il a généralisé la notion d'onde à tout. Heisenberg, il a mis au point, donc,
c'est lui qui a théorisé la mécanique quantique sous une forme qui est une forme algébrique. Une forme algébrique, alors, c'est une lettre privée d'Einstein. Hein. C'est une lettre privée d'Einstein. Einstein écrit à un copain, Werner Heisenberg a fait une théorie, un véritable calcul de sorcière, ce qui le prémunit de toute remarque. Mais c'est une lettre privée, hein. Il n'a pas dit ça en public, hein. Il n'a pas dit ça dans un congrès scientifique. Hein. Mais ça veut dire que, alors, dire un petit mot, c'est de l'algèbre qui n'est pas commutative. Et donc, du coup, la fameuse, comment on appelle ça A plus B au carré, comment on appelle ça? L'identité remarquable, toutes les identités remarquables sautent. Donc, ouais. Schrödinger, il fait pareil, il fait une théorie, mais qui est plus par les fonctions, par les ondes. Et donc, ils s'engueulent un peu, les deux, là, parce que il y en a un qui dit c'est moi qui ai raison, l'autre qui dit c'est moi. Et puis Schrödinger, il prouve que c'est la même chose. C'est une autre manière de présenter la même chose. Voilà. Et donc là, vous avez un panorama, et en 1926, on peut dire que la mécanique quantique, elle est... Dans tous ces noms allemands, il y a Louis de Broglie qui est français. Alors, vous savez pourquoi il se rajoute après? Bohr est suédois. Hein. Bohr est danois? Danois, oui. Danois. Et Schrödinger, il a fait son équation. Et Schrödinger, il est parti en Irlande. Il a fait son équation, l'équation de Schrödinger aussi. Et de Broglie, je l'ai ajouté après. Parce que j'ai fait la liste, j'ai tout acheté sur mon PowerPoint. Et on a dit quand même, c'est quand même vache quoi, de l'oublier. Bon. Mais c'est vrai que, par exemple, Heisenberg, il y a la relation d'incertitude qu'on dit la relation d'Heisenberg, il y a les équations de Schrödinger, il y a l'atome de Bohr, il y a la théorie pour Einstein, bon, et puis il y a le H qui est la constante de Planck. Et donc tous, ils ont leur nom et on dit leur nom sans arrêt. Mais sur la mécanique quantique, Einstein et Planck n'étaient pas d'accord au début. Einstein le prenait d'assez haut, les théories de Planck, et après il s'est rallié à ces théories, non? On peut pas dire ça? Non, on ne peut pas dire ça. Ah bon? C'est après. On peut dire, non, ce qu'on peut dire, c'est que Planck, il est admiratif d'Einstein sur la gravitation. Après, mais les deux, c'est pareil. Hein. Ils mettent en place une théorie qui leur échappe, qui dans ses conséquences, à un moment donné, ils ne sont plus d'accord. Donc Einstein ne s'intéresse plus à la mécanique quantique après un certain temps, parce que pour lui, c'est... Mais il s'est rallié aux théories de Planck. Non, Planck non plus. Planck, Ah bon? Planck non plus. En plus, même Schrödinger, Schrödinger avec son équation du chat, c'est parce qu'il était embêté, il disait ce que j'ai découvert, c'est faux. Et il dit non, mais ça, c'est... est mort, il dit en même temps, c'est l'application de nos formules, et les formules sont fausses. Le chat de Schrödinger. Le chat. Oui, Bon, c'est les suivants qui ont fait. on fera... L'histoire du chat n'est pas de lui. Hein. Comment? L'histoire du chat n'est pas de Schrödinger. Hein. C'est Ah, mais quelqu'un qui voulait démonter sa théorie, qui avait pris cet exemple-là pour se moquer de lui, en disant regardez, ça ne fonctionne pas. D'accord. Mais j'ai pas envie de faire un débat là-dessus. Parce que, de toute façon, ils n'étaient pas d'accord, et nous, on ne le sera pas, je pense qu'on ne sera pas non plus. Une question. Oui, tu peux poser la question. On est en 1920 quelque chose. Oui. Et c'est 100 ans après qu'actuellement la mécanique quantique elle est en train de devenir pratiquement publique. Enfin, je veux dire, tout le monde parle de la mécanique quantique. Qu'est-ce qui se passe dans les 100 ans pour que ça devienne quelque chose de populaire? Parce qu'entre deux, il n'y avait pas la technologie pour le faire. Il n'avait que des formules. Schrödinger, tout ça, ils appliquaient des formules et ils faisaient des recherches. Et c'est pour ça qu'Einstein il a dit toutes les formules sont fausses, il manque quelque chose parce que ça ne correspond pas à la réalité. Et donc, Einstein, il a défini une expérience physique qu'il voudrait mettre en place qui prouverait que les équations sont bonnes. Il a fallu attendre 1980 pour qu'on ait la technologie qui prouve que les équations sont bonnes. Avant, c'est que des expériences de pensée, en fait. C'est pas le matériel. Ouais, c'est que des maths. Ouais, quand même, l'effet photoélectrique, ça existe. Non,
Enfin, c'est exagéré de dire que c'est que des expériences de pensée. Non, il y a non, l'atome d'hydrogène, il existe, il vient d'émettre de la lumière, la lumière, on la regarde, on voit le spectre de la lumière, il faut bien expliquer pourquoi il y a des raies. Non, tout de suite, ça explique plein de choses, mais ça pose des problèmes presque philosophiques. Voilà, ça pose des problèmes philosophiques, et donc... Au niveau expérimental, en fait, je pense que ce qui va marquer le pivot, c'est l'invention de l'interféromètre, en fait. Il y a un avant et un après. Parce que là, tout d'un coup, on se rend compte que, justement, physiquement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis, ce qui est récent, par contre, c'est les applications technologiques. Ce qui est plus récent, c'est les applications technologiques. Quand on a les appareils photo, Ouais, mais la lumière, les raies du soleil, elles existent depuis toujours. Hein, c'est pas, on les a vues, à mon avis, très vite. Hein, qu'il y avait des trucs qui marchent, qu'il y a des trucs qui marchaient pas, qu'il y a des trucs qu'il fallait expliquer. Alors, de toute façon, dans toute théorie, hein, même la théorie de Newton, hein, il y a des choses qui restent sur le bord, et puis on s'y fait, quoi. Hein, donc, dans la mécanique quantique, il y a des trucs, on n'est pas très content, mais comme massivement elle est cohérente, c'est tout, on la prend. On l'admet, quoi. On dit c'est vrai, quoi. Hein. Mais bon, c'est qu'une qui dit ça, quoi. C'est, oui, bien sûr, il y a toujours... il faut rapiécer un petit peu les théories, mais comme ça marche globalement, eh ben, on y va, quoi. Puis c'est tout. Puis alors après, il faut attendre quelque chose. Voilà. Bon. Le débat. Alors, je vais donc... Le mur de Planck. Je vais en parler suite à quelqu'un qui m'a envoyé un mail. Je ne dirai pas son nom. Alors, et donc, voilà. Donc, je vais résumer. Je vais faire le. Donc, j'ai regardé une conférence d'Étienne Klein, et puis je vais vous résumer sa conférence. Alors, la théorie de la relativité générale, c'est une théorie de la gravitation. Et donc, l'intérêt de cette théorie, c'est qu'elle prend l'univers comme un tout. Elle est capable de prendre l'univers comme un tout. Et donc, voilà. Et donc, quand on voit que l'univers est en expansion, les théories sont capables de remonter le temps. Et donc, on peut faire des calculs pour se dire, ouais, mais si elle est en expansion maintenant, si l'univers est en expansion maintenant, c'est qu'à un moment donné, il a été en régression. Et donc, on applique ces théories de la relativité générale, puis à un moment donné, on trouve ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire qu'on trouve que l'univers, il est réduit à une tête d'épingle. Et donc, on dit, voilà, c'est ça le Big Bang. Alors, bon, voilà. Et ça, c'est théorique. Alors, quel est le problème? C'est que dans l'univers, il n'y a pas que des forces de gravitation. Il n'y a pas que ça. Et donc, si les forces de gravitation, ça explique les mouvements des galaxies, tout ça, quand on est une matière assez dense, à ce moment-là, il faut faire autre chose. Par exemple, les forces électriques interviennent, et la gravitation et la théorie de la relativité générale, elle ne rend pas compte de ça. Et donc, il y a un moment donné où on fait des calculs, puis on se dit que la matière est assez dense pour que la théorie de la relativité générale, elle s'applique plus. La matière est trop dense. Donc, il faut prendre en compte d'autres forces, il faut utiliser notre théorie, et puis les autres théories, bon, c'est Claire qui me dit, moi je ne connais pas les autres théories, et prouvent que peut-être que ça va rester comme ça. Ça va arriver à une certaine taille, et puis après ça va rester, ou peut-être que ça va continuer, donc il y a plein de théories. Hein. Comme de toute façon, là c'est vraiment conceptuel. C'est vraiment conceptuel. Voilà, c'est le mur de Planck. J'ai bien expliqué ça. J'ai expliqué mon mur. Hein. Voilà. Alors, voilà, j'ai intitulé ma conférence Un savant dans la tourmente. Jusqu'à maintenant, vous vous dites, où est la tourmente? Où est la tourmente? Et donc, volontairement, j'ai réservé des éléments pour que vous me dites, ah ouais, quand même. Donc, à partir de 1909, sa vie personnelle s'assombrit. Alors, vous voyez, 1909, vous vous souvenez, il a été aux États-Unis, donc il est brillant, il a fait une thèse, il est directeur du Kaiser, il est secrétaire de l'Académie de Prusse, il est recteur de l'université, enfin, il est plein de choses, il est partout, il a une femme, il a 4 enfants, c'est le bonheur total. Et donc, en 1909, eh bien, le 17 octobre 1909, sa femme meurt. En 1916,
son fils, Karl, est tué à Verdun. En 1917, sa fille Greta meurt. Elle meurt, je pense que c'est pas trop écrit, mais je pense que j'ai vu que c'est des suites de couches. C'est-à-dire elle met au monde un enfant et elle meurt dans la semaine qui suit. En 1919, sa deuxième fille, Emma, meurt. C'est deux sœurs jumelles. Hein. Donc, ces deux sœurs jumelles meurent. Et là, vous voyez, c'est là qu'il ne va pas recevoir son prix Nobel en 19. Là, il est décrit comme ravagé. Comme ravagé. Et Einstein écrit, il écrit le plan qu'il est dégoûté. Mais ça ne s'arrête pas là. En 1938, bon, on va dire que c'est pas très grave, mais c'est quand même la science, le rayonnement de la science, c'est quand même son travail. Et donc, il est quand même obligé de démissionner de l'Académie en 1938. Ça s'arrête là. En 1944, sa maison est détruite avec ses archives. C'est-à-dire tout le travail de sa vie, il ne reste rien. C'est le travail d'une vie. Hein. Une maison, pensez à la vôtre. Hein. En 1938, il a 80 ans. Oui. En 1945, son fils Erwin est exécuté parce qu'il est accusé d'avoir comploté dans l'attentat contre Hitler. Ce qui est sans doute faux. Il n'a pas comploté. Et donc son fils est exécuté. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Hein, donc vous voyez, tous ses enfants sont morts. Sa femme est morte. Sa maison, il n'y a plus rien. C'est bon. Donc il est retrouvé par l'armée américaine, il est retrouvé errant. Et, voilà. Et en 1946, il donne sa dernière conférence sur les faux problèmes de la science. Alors Planck, où que tu sois, je te salue et je vous remercie de votre attention. Dis Claude, si tu veux. Et si Vas-y. Avec le déroulement de sa les dates. Les dates. Ouais. Allez. Tu veux le prendre en photo? Ah oui. Ah oui. Alors non, il a eu 4 enfants avec sa première femme. Il y en a un dit moi. Non. Il y en a 3 Non, non, il y en a 4. Sa fille, ce garçon. 4, et tu as dit qu'il a eu un 5e enfant avec sa deuxième femme. Non, il n'y en a pas. Karl est tué à Verdun, sa fille meurt en couche, sa deuxième fille meurt, et son fils... Il y a 3 de son premier mariage. Il y en a 4. 4. Il est de 4e. Puisque ça, c'est du Je deuxième. recommence. Ah oui. Karl il meurt à Verdun. Sa fille, elle meurt. Sa deuxième fille, elle meurt. Et son 4. Mais non, mais Il y en a 5. Mais non, il y en a un du deuxième mariage. Non, il n'y en a pas du Claude, deuxième. tu l'as dit tout à l'heure. Remets la Et donc photo. il a un 5e enfant qui est le deuxième mariage, mais qui n'est pas mort. Ah, bah c'est ce qu'on te dit. Mais on reste là. Quand même. Il en reste. Si tu remets la photo, il y a Karl avec Greta et Emma sur la même photo. Juste la photo d'après. Tu vois, c'est dans un cadre, en fait, il y a les 3 enfants qui sont morts dans les années 10. Attends, bien vu. Je l'ai vu la photo. Après. Non, tu as il y a une photo. Mais je connais un peu la vie de Planck. Regarde, tu vois, ils sont là tous les 3 là. Ah oui, et cette photo-là, elle est dans le livre, elle est... Ah, ils sont là tous les 3. Et Erwin, c'est après, donc il n'est pas dessus. Parce qu'à l'époque, il était encore vivant. Là. Voilà. Et donc, je ne l'ai pas mis parce que je l'ai mis plus tard. Donc, dans le petit dépliant, il y a une photo de famille. Une belle photo de famille. Donc, sa femme, elle lit aux 4 enfants un livre. Oui, là. Ouais, c'est ça, elle est là. C'est bien.